Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Aujourd'hui, on va faire ce webinaire avec Manon Borderi qui est naturopathe et nutrithérapeute. Bonjour Manon. Bonjour Solène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'aménorrhée chez la femme, des différents types d'aménorrhée et donc des solutions pour vos consultantes, pour vos patientes. Tout à Donc fait. avant de te laisser la parole, je rappelle très rapidement le fonctionnement de Livestorm sur la plateforme sur laquelle on propose ce webinaire pour ceux qui ne connaissent pas. On est ensemble grosso modo pour 1 heure. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions qui est en bas à droite de l'écran. On garde bien 15 minutes à la fin pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Dans cette rubrique questions, vous allez également pouvoir voter pour les questions qui vous semblent plus pertinentes, plus intéressantes. Et on commencera par ces questions à la fin. Sinon, vous avez le chat aussi. Donc, je vais vous mettre un message dans le chat. Si jamais il y a des questions plutôt concernant le fonctionnement de Livestorm, s'il y a des soucis au niveau du son ou de l'image, vous pouvez m'écrire ici. Et puis comme ça, moi, je peux vous aider éventuellement s'il y a des petits soucis techniques. Je vais pouvoir te laisser la parole, mais Manon, te présenter peut-être un petit peu avant de lancer cette présentation. Oui, avec grand plaisir. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis naturopathe depuis 4 ans. J'ai fait une formation au CFPPA de hier qui à l'époque était reconnue par l'État. Et actuellement, je suis une formation de nutrithérapie avec le docteur Jean-Paul Curté au CFNA en Belgique. Et j'ai quasiment fini, elle touche à sa fin. Donc cette année, normalement, si tout va bien, je suis nutrithérapeute. Du coup, je me suis spécialisée de par mon histoire et après les formations que j'ai pu faire annexes ou autres dans les troubles féminins, que ce soit l'endométriose, l'aménorrhée, le SOPK, etc. Ce pourquoi aujourd'hui je prends la parole autour de tout ça. Donc, on va pouvoir commencer. D'abord, j'ai juste fait un petit rappel par rapport aux aménorrhées. Donc, il y a les aménorrhées naturelles dont on ne va pas parler ici, à savoir évidemment durant la grossesse, l'allaitement ou la ménopause, on a un arrêt des menstruations qui est physiologique. Et ensuite, on a les aménorrhées réellement créées par un déséquilibre où là, le corps médical va vraiment distinguer deux types d'aménorrhées. Ce qu'on appelle l'aménorrhée primaire, où une jeune femme de 16 ans n'a jamais eu en fait d'apparition de menstruation. Et les aménorrhées secondaires, où la jeune femme était réglée et puis va avoir un arrêt des menstruations pendant plus de 3 mois. Du coup, ce qu'on va voir ensemble, c'est les causes de ces aménorrhées primaires ou secondaires. Donc, les deux causes que je retrouve le plus souvent dans mes consultations, c'est l'aménorrhée dite hypothalamique, qu'on appelle AH aussi, ou l'aménorrhée centrale, et le SOPK, évidemment, qui peut créer également des troubles des menstruations. Après, on a deux autres causes, un peu plus mineures, mais qui se retrouvent également, l'hyperprolactinémie, qui est reliée à l'hormone la prolactine, et l'hypothyroïdie. Donc, on va les décortiquer, on va décortiquer chacune d'entre elles. Et on va commencer du coup par l'aménorrhée hypothalamique qui, je dirais, peut-être la plus courante. Donc, je l'ai rappelé, c'est le fait de ne plus avoir de menstruation pendant plus de 3 mois chez une femme qui est en âge d'être réglée. Et là, ce qui se passe, c'est que la communication au niveau de l'hypothalamus, de l'hypophyse et des ovaires est coupée. Donc, le système hypothalamus-hypophyso-ovarien est stoppé. On va voir pourquoi. D'abord, j'ai brièvement rappelé le fonctionnement, j'imagine que vous le connaissez, à savoir que tout le système hormonal, que ce soit la thyroïde ou toute autre glande endocrine, est régi du coup par l'hypothalamus qui va libérer des hormones pour stimuler in fine une autre glande dans le cerveau qui s'appelle l'hypophyse et qui elle-même va envoyer des messages des hormones à d'autres glandes, dont évidemment les ovaires, ce qui nous intéresse ici. Donc là, on a d'abord la GnRH au niveau de l'hypothalamus, puis l'hypophyse qui va générer la FSH ou la LH selon le moment du cycle. La FSH, c'est vraiment l'hormone folliculo-stimulante qui va intervenir surtout durant la première partie du cycle pour faire croître les follicules ovariens et pour déclencher une ovulation avec un pic de LH. On va revoir ça juste après. Et après, les ovaires sécrètent des œstrogènes de par la croissance des follicules au sein des ovaires, mais également de la progestérone, surtout après ovulation quand on a eu un follicule dominant qui sécrète du coup de la progestérone. Donc, ce qui se passe au sein d'une aménorrhée hypothalamique, c'est que l'hypothalamus ne génère plus de GnRH et donc évidemment l'hypophyse ne génère plus de FSH et LH. Je vous ai mis un petit schéma ici
pour comprendre, hein, on a 2 glandes au niveau du cerveau et les messagers et les hormones qui circulent dans ce sens. Ensuite, du coup, là j'ai réexpliqué un petit peu comment se déroulait un cycle menstruel en temps normal, ce que je viens un petit peu d'aborder. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quand l'hypophyse sécrète de la FSH, on a les follicules ovariens, plusieurs dizaines qui vont rentrer en croissance et qui sécrètent des œstrogènes. Et c'est cette hausse en fait des œstrogènes qui va permettre un rétrocontrôle au niveau de l'hypophyse qui, en détectant un niveau suffisant d'œstrogène, va faire un pic de LH, ce qui va faire qu'un follicule, appelé du coup le follicule dominant, va sortir de l'ovaire et devenir le corps jaune. Donc, il faut bien retenir que pour une ovulation, il faut avoir un niveau suffisant d'œstrogène à la base. Ensuite, du coup, j'en viens aux causes un petit peu de l'aménorrhée hypothalamique. On a évidemment les carences vitaminiques ou minérales qui pourraient nuire à un cycle menstruel harmonieux. Donc là, je pense par exemple à la vitamine D si on parle de vitamines, au zinc par exemple, au fer, on va revenir dessus juste après, à l'iode également, parce que si l'iode intervient dans la régulation thyroïdienne, elle permet également de stimuler les follicules ovariens qui en sont très riches. On a l'excès de sport, donc là, quoi de mieux en termes d'exemple de penser aux sportifs de haut niveau, où c'est un milieu où c'est extrêmement fréquent de trouver de l'aménorrhée. Pourquoi? Parce que bon, déjà, le sport, qui est quand même quelque chose qui est très bon pour le corps, en excès peut également devenir un stress pour ce dernier. Et en plus de ça, on sait que les sportifs de haut niveau, quand même, ont un faible taux de masse grasse, et la masse grasse est nécessaire à l'ovulation. On reviendra dessus également. Après, évidemment, on a les infections virales ou bactériennes. Ce n'est pas pour rien qu'après le SARS-CoV-2, on a eu énormément de problématiques de cycle menstruel. On a la restriction calorique, les TCA, qui sont très très reliés à l'aménorrhée hypothalamique, tout comme la dysmorphophobie. Le sous-poids ou un poids qui est plutôt normal mais insuffisant pour le corps. Petite parenthèse ici, c'est là où ça peut être un petit peu complexe à définir parce que l'IMC n'est pas forcément... Alors, c'est un bon début, mais une valeur très pertinente ici parce que finalement, on se rend compte que chaque femme a un poids physiologique qui lui est propre pour l'ovulation. Certaines vont toujours conserver des menstruations malgré un poids, par exemple, très faible, et donc vont avoir besoin un peu plus de masse grasse pour pouvoir ovuler. Donc ça, c'est la petite chose délicate à déterminer ici, quel est le poids physiologique de la personne, en tout cas le poids qui lui permettrait de retrouver un système hypothalamo-hypophysaire qualitatif. Ensuite, on a la suppression évidemment de certains macronutriments qui va de pair généralement avec la restriction calorique, que ce soit les glucides ou la matière grasse, les matières grasses pour perdre du poids, et en fait toute forme de stress. Donc là, je vous ai rappelé une référence. Je pense que la personne qui s'est le plus penchée sur l'aménorrhée hypothalamique, c'est le docteur Nicola Rinaldi. C'est vrai que en fait, cette thématique, on en parle quand même peu. Et du coup, elle a vraiment écrit un ouvrage à ce sujet. No period, now what? Donc, plus de menstruation maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est un docteur et elle remarque au sein des consultations qu'il y a 4 principaux critères parmi les femmes qui souffrent d'aménorrhée hypothalamique, à savoir le sous-poids, l'excès de sport, le régime et le stress. Et donc c'est ce que je viens d'évoquer juste avant. Et elle ajoute également que les TCA ou la dysmorphophobie sont très très présents dans l'aménorrhée hypothalamique. Donc là, comment reconnaître maintenant au niveau biologique une aménorrhée hypothalamique? Parce que ça va être différent, par exemple, dans le cas d'un SOPK. Donc, comme on l'a déjà évoqué, pas de menstruation pendant plus de 3 mois. On va avoir des taux de LH et de FSH très bas. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une personne, une femme qui était venue me voir en aménorrhée hypothalamique. La LH est très souvent plus bas que la FSH, contrairement au SOPK. Enfin, ça dépend des fois, mais ça peut être très souvent le cas. On a une hormone qu'on appelle l'AMH antimularienne qui est élevée. Donc ça, c'est le reflet de la réserve ovarienne. Donc souvent, il n'y a pas de souci de ce côté-là, l'AMH est élevée. Et souvent, on a une insuline à jeun qui est faible. Donc, ensuite, par rapport au protocole, donc avant de parler de compléments alimentaires, un axe majeur et central, je dirais, pour les jeunes femmes qui n'ont pas assez de masse grasse, c'est le fait de
prendre du poids. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que déjà, l'hypothalamus, il détecte une situation de stress qui peut être le sous-poids. Il détecte en fait une situation de survie. Donc, pour lui, toutes les fonctions non vitales, même si évidemment les menstruations sont reliées quand même à la reproduction de l'espèce quelque part, toutes les fonctions non vitales du coup sont coupées. L'organisme va se concentrer sur les organes vitaux à alimenter, le cœur, etc. Donc les menstruations, c'est une des premières choses que la femme va perdre, je dirais, en situation de stress. Donc évidemment, le fait d'être en sous-poids, c'est une situation de stress qui est perçue comme une situation de survie où on n'a pas assez de nutriments, etc. Et par ailleurs, on sait que le tissu graisseux a vraiment un rôle hormonal. Il produit notamment de l'aromatase. Et l'aromatase, c'est une enzyme qui va participer, qui va avoir un rôle clé quand même dans les menstruations, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aromatiser, elle va transformer les androgènes en œstrogènes. Donc les androgènes sont souvent perçus de manière négative pour la femme, et pourtant elles sont quand même essentielles. Donc tout ce qui va être testostérone, DHEA, etc., on reviendra dessus après. Et ces androgènes, du coup, vont être aromatisés grâce à cette aromatase, enzyme sécrétée par le tissu graisseux, en œstrogène. Et on en a parlé tout à l'heure, un niveau suffisant d'œstrogène est nécessaire pour déclencher ce pic de LH et pour créer une ovulation. D'où le fait que la masse grasse a aussi un rôle vraiment clé dans le fait de retrouver les menstruations. Et là, je vous ai marqué des pourcentages. Alors encore une fois, c'est un ordre d'idée parce que on n'a pas le même système endocrinien, la même génétique. Donc certaines femmes vont avoir plus ou moins besoin d'un taux de masse grasse élevé pour pouvoir retrouver les menstruations. Évidemment, s'il y a des TCA, on met en place un suivi psychologique. Le fait de densifier son alimentation, ça va de pair également si la personne est trop fine. Et puis évidemment, on s'assure que la dépense et l'apport énergétique est bien équilibré, dans le sens où il y a beaucoup de femmes déjà qui consomment peu de calories et par ailleurs qui font beaucoup de sport, et forcément du coup il y a un décalage qui fait que le système aussi endocrinien peut être en stress. Donc selon les sources, on conseille minimum 1900 calories par jour, et évidemment il faut s'assurer aussi de combler si jamais il y a une dépense énergétique en sus, d'apporter davantage de calories que les 1900. Après, si on parle du côté vitaminique et minéral, on sait que la vitamine D joue aussi un rôle clé au sein du système hormonal. Donc là, je vous rappelle juste, vous devez également le savoir, qu'il y a un petit décalage entre les normes laboratoires, qui sont souvent des moyennes de personnes qui sont venues au laboratoire, et les normes vraiment santé. Donc généralement, les laboratoires définissent un bon taux de vitamine D entre 30 microgrammes par litre et 70. Ça peut être exprimé en Nmol par litre également. Et en médecine fonctionnelle, intégrative, etc., on parle davantage d'un taux autour de 45, 50, voire 60 pour qu'il soit vraiment optimisé. Donc c'est ce qu'on voudrait atteindre idéalement. Pour ce qui est du zinc sérique, pareil, il va jouer un rôle clé, et là les normes sont sensiblement différentes également, donc je vous les ai réécrits avec des normes labo qui peuvent varier, par exemple de 590 à 1440 microgrammes par litre, et des normes santé qui vont davantage se situer autour de 1000 microgrammes par litre. Ensuite, on a besoin de fer, évidemment, pour les hormones stéroïdiennes. On sait que le fer, tout comme la T3, vont participer au sein de la mitochondrie à produire de la prénénonone. La prénénonone, donc c'est l'hormone mère de toutes les hormones stéroïdiennes. Donc forcément, ça va jouer un rôle clé. On aurait pu parler également ici d'avoir une bonne fonction, une bonne santé des mitochondries. Pour ça, il y a d'autres nutriments comme le coenzyme Q10, etc. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce que j'ai pu mettre au sein des slides. J'ai parlé également de l'iode. Donc comme je vous l'expliquais, l'iode, ça permet de bien convertir l'hormone inactive de la thyroïde on va parler de la thyroïde plus tard, mais de la T4 en T3, l'hormone active. Donc la T3 a quand même un rôle un peu à l'instar de l'aromatase produite par le tissu graisseux. Elle aromatise les androgènes, donc ça va participer aussi à la montée des œstrogènes. Et par ailleurs, on sait que les follicules ovariens sont très sensibles à l'apport en iode.
Donc, pour faire doser ça, on peut passer par l'iodure urinaire dès 24 heures ou la première du matin. Léger décalage, encore une fois, entre les normes laboratoires et les normes santé, puisque en labo, on a davantage des normes entre 110 et 300. Et en normes santé, on voudrait davantage l'iodure urinaire au-dessus de 150 microgrammes par litre. Évidemment, on ne peut pas parler de santé des hormones sexuelles sans le cholestérol, même s'il a été longtemps diabolisé. Si on reprend toute la cascade des hormones avant la préninolone, on a le cholestérol qui va être dérivé en préninolone. Donc, d'où l'importance d'un apport de cholestérol à travers l'alimentation. On parle d'un taux idéal de 1,80 g par litre. Donc là, on va en trouver dans le ghee, dans les œufs, dans le beurre au lait cru, dans la viande rouge, par exemple. Je vous ai remis un petit schéma de comment cascadent les hormones au sein du corps, avec en tout premier lieu le cholestérol, puis la préninolone qui va être dérivée en d'autres hormones, progestérone ou les hormones DHEA, etc. Et in fine, chez la femme, la jeune femme en âge d'être réglée, c'est plutôt l'estradiol, l'E2, concernant les œstrogènes. Voilà. Je vous ai fait un petit rappel également sur le fer, puisque j'en parlais en vous expliquant que c'était indispensable à la synthèse de la préninolone. Donc en expliquant que souvent on s'arrête en termes de bilan biologique sur la ferritine et l'hémoglobine, qui sont un début, ceci dit, mais des fois c'est bien d'aller explorer un peu plus loin pour s'assurer des bons taux de fer dans l'organisme. Donc, globalement, ce qui peut être intéressant de voir en sus, c'est le coefficient de saturation de la transférine, le fer sérique et la CRP. Je vous ai mis les symptômes de la carence en fer, donc les principaux auxquels j'ai pu penser. Évidemment, ce qu'on connaît le plus, c'est la fatigue, les chutes de cheveux, le vertige, la pâleur, le fait d'avoir une sensibilité aux infections, par exemple. Mais il y en a d'autres, comme troubles de la mémoire et de la concentration, la baisse de morale, la frilosité, palpitations cardiaques, etc. Ensuite, je suis revenue un tout petit peu sur les analyses biologiques. Je ne vais pas m'attarder, mais juste pour vous rappeler un petit peu les normes et les différents facteurs, ce que ça représente. Donc, on a le fer sérique qui, lui, est le fer circulant. Les normes labo correspondent aux normes santé, donc rien à signaler de ce côté-là. On a la ferritine qui, elle, est vraiment une épargne long terme quelque part. C'est un stock de fer dans le corps, une protéine qui stocke le fer dans l'organisme. Et là, on a un petit décalage quand même entre les valeurs labo et les valeurs santé, puisque dans les laboratoires, généralement, les normes commencent entre 11 et 200 nanogrammes par millilitre, ou 20, ça dépend. Et en médecine intégrative fonctionnelle, on parle davantage d'un taux idéal situé autour de 80 nanogrammes par millilitre. Donc c'est quand même pas la même chose. Après, pour ce qui est du diagnostic de l'anémie, ça c'est le médecin qui le pose, et c'est si l'hémoglobine est en dessous de 12 grammes avec une ferritine en dessous de 15. Voilà pour ce facteur. Après, on a l'hémoglobine. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le fer est lié à l'hémoglobine à 70% dans l'organisme. Le reste va être fixé à des protéines de transport de réserve, ferritine ou transférine. L'hémoglobine, idéalement, pour une femme, on la voudrait au-dessus de 12 grammes ou de 120, selon les valeurs. Et ensuite, on a la transférine, donc une autre protéine qui transporte le fer. Et en fait, on peut soit calculer la transférine en tant que telle, donc combien il y en a dans le sang, soit à quel pourcentage elle est saturée en fer. C'est ce qu'on appelle le coefficient de saturation de la transférine. Donc idéalement, on aimerait bien un coefficient de saturation de la transférine entre 30 et 40%, sachant que les normes labo commencent davantage entre 15 et 35% chez la femme. Voilà, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif pour bien comprendre tout ça, les carences, les insuffisances, un bilan qui est considéré comme bon, et les excès, c'est de l'ordre vraiment médical, puisque généralement ça concerne l'hémochromatose. Ensuite, du coup, je vous ai mis les produits que je préfère utiliser en consultation. On aurait pu penser à énormément de choses ici. J'ai pensé à l'apport déjà de 2 nutriments. Je vous ai parlé de l'iode pour les follicules ovariens et pour la régulation thyroïdienne. Donc de l'iode chez Dinveo. On a le zinc également auquel j'ai pu penser sous forme bisglycinate évidemment. Donc zinc bisglycinate, on le conseille davantage à jeun, mais on fait attention parce que quand on le prend à jeun, ça peut créer des nausées ou des désagréments de ce genre, donc il faut veiller à vite manger derrière. Normalement, c'est bien compensé si la personne mange tout de suite après.
Ou sinon, si ce n'est pas le cas, on peut prendre le zinc au sein du petit déjeuner. Enfin, ou du déjeuner, ça dépend comment la personne construit sa journée. Après, on a le cordyceps, ça j'aime énormément l'utiliser, ça fait partie de la mycothérapie, donc la branche qui utilise les champignons. Et le cordyceps, en fait, c'est un champignon que je trouve très intéressant parce qu'il va booster les androgènes, mais surtout l'aromatase et donc, in fine, les oestrogènes. Donc, on le rappelle, un niveau suffisant d'oestrogène déclenche le pic de LH et donc, généralement, les menstruations, l'ovulation. Et ensuite, en phytothérapie, pareil, on aurait pu penser à énormément de choses. J'aime bien le bourgeon de framboisier, j'aime bien la gémothérapie. Et le framboisier, c'est une plante qui est régulatrice des niveaux d'œstrogène et même de progestérone, on dit. Donc, ça a vraiment plusieurs rôles. Donc, ça peut aussi bien booster que moduler les oestrogènes. Et ici, on voudrait quand même booster ces derniers. Donc, le bourgeon de framboisier a toute sa place. On parle environ généralement de 10 à 15 gouttes par jour dans un verre d'eau ou directement sous la langue. Et ce durant 3 semaines, et on fait des pauses ensuite d'une semaine avant de reprendre. Voilà pour l'aménorrhée qui est de l'ordre de l'hypothalamique. Ensuite, le SOPK. Donc, c'est un peu comme l'endométriose. On dit que ça touche une femme sur 10, voire une femme sur 5 selon les études. Quand je dis que c'est comme l'endométriose, je parle des chiffres, rien à voir avec la pathologie en question. Donc, quels sont les symptômes qu'on va retrouver de l'acné, qui est souvent localisée au niveau de la mâchoire, une pilosité qui est à des endroits chez la femme qui ne devrait pas développer, comme la lèvre supérieure du visage, la poitrine, le menton, le ventre, le nombril, une irrégularité des menstruations, évidemment, des troubles de la fertilité, résistance à l'insuline, c'est très souvent lié au SOPK, on va revenir là-dessus, peau et cheveux gras, kyste éventuellement présent sur les ovaires, et alopécie androgénique, c'est-à-dire une perte de cheveux localisée vraiment au niveau du dessus des tempes. Donc là, je vous ai remis comment reconnaître le SOPK d'un point de vue clinique biologique. Donc c'est différent de l'aménorrhée hypothalamique parce que souvent, déjà on a un ratio FSH-LH qui est déséquilibré. On n'a plus la FSH qui est supérieure à la LH, c'est souvent l'inverse. La LH est plus élevée que la FSH. Ensuite, pareil par contre, concernant la MH, elle est souvent élevée. La différence souvent dans l'aménorrhée hypothalamique, on a des androgènes qui sont normaux ou faibles. Là, les androgènes sont élevés. Et après, on a un possible aspect polykystique des ovaires à l'échographie. Et puis, certains SOPK sont reliés à une insulinorésistance. Donc, ça peut être également le cas de voir un indice OMA qui est un petit peu élevé. On va revenir dessus un petit peu après. Donc, le diagnostic médical, bon, parfois, il se pose seulement sur les critères de Rotterdam, à savoir une liste de critères qui a été recensée. Et si la femme répond à plusieurs de ces critères, elle a le diagnostic de SOPK. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en consultation de voir des jeunes femmes arriver sans forcément de dosage des hormones mâles, par exemple des androgènes, mais qui ont été quand même diagnostiquées SOPK de par ces critères. Mais des fois, du coup, elles ont eu quand même un dosage. Dans ce cas-là, il a lieu au J3 du cycle si la jeune femme avait un cycle, sinon à tout moment. Donc, on fait doser plusieurs choses. La testostérone libre, évidemment. La DHEA, donc un précurseur androgénique, produit chez la femme comme chez l'homme. La delta-4 androsténédione. La SHBG, alors pourquoi? Parce que c'est une protéine en fait qui est produite au niveau du foie, au niveau hépatique. Qui en fait se lie à la testostérone pour la rendre inefficace. Donc elle va diminuer normalement les niveaux de testostérone. Or on sait que l'hyperinsulinisme, par exemple, qu'on peut retrouver dans certains SOPK, freine cette production de SHBG. Donc ça peut être intéressant également de la faire doser. Ensuite, on a la DHT, c'est une hormone qui nous intéresse énormément parce qu'en soi, des taux de testostérone, la femme on a besoin, c'est une hormone physiologique, il ne faut juste pas qu'elle soit en excès. L'hormone vraiment qui va créer des problématiques comme l'alopécie androgénique, le développement des caractères sexuels masculins, c'est vraiment la DHT. Et ça, c'est l'enzyme que vous connaissez peut-être, la 5-alpha-réductase, qui transforme en fait la testostérone en DHT. Donc, le dosage sanguin n'est pas le meilleur reflet de la DHT. Le mieux, c'est de faire son métabolite urinaire, qu'on peut faire dans certains laboratoires comme Eurofin, l'androstanédiol glucuronide. Donc ça qui va être un bon reflet de la DHT intracellulaire. Et après, évidemment, on a le panel classique qu'on peut faire doser pour le SOPK.
Si on veut s'intéresser un petit peu à la résistance à l'insuline, qui est vraiment une des causes quand même majeures du SOPK, on va faire doser plusieurs facteurs, la glycémie à jeun, avec un taux qui doit être idéalement en dessous de 1 g par litre. La médecine définit ce taux plutôt autour de 1,26 g par litre. On va faire doser l'hémoglobine glyquée, qui est le marqueur utilisé pour le diagnostic du diabète. Les normes de laboratoire nous disent qu'en dessous de 6%, on est dans un bon taux. En médecine intégrative, on parle davantage d'en dessous de 5%. Ensuite, on va avoir l'insulinémie à jeun. Donc ça, on la veut en dessous de 35 bémol par litre ou de 5 millilitres international par litre. Et en fait, grâce à ces facteurs, enfin surtout l'insulinémie à jeun et la glycémie à jeun, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle l'indice OMA. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est cet indice qui va nous mettre sur la piste de l'insulinorésistance, qui est un peu plus fin, je dirais, qu'un marqueur utilisé pour le diabète. Et du coup, en fait, c'est une simple formule mathématique qui consiste dans le fait de multiplier la glycémie par l'insuline, l'insulinémie à jeun du coup, et on divise par 22,5. Et idéalement, on veut cet indice en dessous de 1,97. S'il est au-dessus, ça peut poser cette résistance à l'insuline. Ce qui peut être intéressant aussi de faire doser, du coup, c'est la vitamine D et le zinc. Pourquoi? Parce qu'on sait que le zinc, tout comme la vitamine D, vont aider à réguler cette glycémie. Donc, on essaie d'optimiser évidemment ces derniers s'il y a une insulinorésistance. Donc, en termes de cause du SOPK, on a la résistance à l'insuline, je viens de vous en parler, avec cette fameuse SHBG produite au niveau hépatique qui se lie à la testostérone pour la rendre inefficace. On a un poids insuffisant, alors ça c'est pas toujours le cas, mais moi j'avoue que c'est la majeure partie des SOPK qui viennent me voir. On n'a pas forcément un surpoids, moi j'ai plutôt le profil inverse avec des femmes qui sont très fines. Donc là ça nous fait rebondir sur le fait que une faible masse grasse ça diminue l'aromatase puisque le tissu graisseux en produit cette enzyme qui va permettre de justement transformer les androgènes en œstrogènes. Donc ça peut évidemment être une des causes. On a l'hypothyroïdie puisque la T3 a le même rôle que l'aromatase. La dysbiose, évidemment, elle revient dans énormément de pathologies en termes de causes, puisqu'elle va impacter évidemment l'absorption de certains nutriments. Et puis le stress, puisque si la femme est surstressée, on va avoir une surstimulation des glandes surrénales et potentiellement une surproduction d'hormones androgènes. En termes de protocole pour le SOPK, on va être évidemment sur le fait de travailler sur la sensibilité à l'insuline, éventuellement donc de prendre de la vitamine D si nécessaire ou du zinc si les taux ne sont pas optimums. Pour ce qui est de la résistance à l'insuline, on peut penser à des compléments alimentaires comme le chrome, le myoinositol dont je vais reparler juste après parce que je m'en sers pas mal en cas de SOPK, ou à la berbérine. Juste, j'ai mis attention berbérine parce que c'est vrai que c'est relativement très puissant. Les retours que j'en ai eu, c'est que ça peut vraiment engendrer des chutes de tension, des grosses fatigues durant la journée s'il n'y a pas une insulinorésistance suffisante entre guillemets. Donc c'est pas la plante que j'utilise en première intention, mais elle marche très bien pour le coup. Après, on a des basiques, évidemment, la marche après le repas, le fait de favoriser un petit déjeuner protéiné. On parle, il y a une étude qui a été menée, si la femme intègre plutôt une grande partie de ses calories en première partie de journée et surtout des protéines au petit déjeuner de l'ordre de 25 grammes, on a une meilleure gestion de la glycémie tout au long de la journée. Après, évidemment, on a le fait d'intégrer tous les macros à chaque repas, glucides, lipides, protéines, enfin du bon sens, et d'intégrer des fibres qui freinent l'absorption des sucres dans le sang. Après, évidemment, on veut favoriser l'aromatisation des androgènes en œstrogènes, donc ça, je viens de l'évoquer, que ce soit via la thyroïde ou la prise de poids, et abaisser la DHT, puisque du coup, comme je vous l'expliquais, la testostérone est très souvent transformée en DHT du fait de cette enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase. Donc là, on a un large panel d'outils pour cela. Je pense à l'ortie, par exemple, le zinc qui joue un rôle clé également, le matcha, également du fait de la molécule CGG qu'on retrouve dedans, les graines de courge, l'huile d'onagro de bourrache et le saut palmetto qui est aussi connu sous le nom de palmiénin qui va permettre également d'inhiber cette 5-alpha-réductase. Donc là, je vous ai mis les produits que j'aimais bien utiliser si une femme en SOPK vient me voir. Donc je viens de vous parler de l'ortie du fait de cette activité de la 5-alpha-réductase.
L'iode, encore une fois, que ce soit au niveau thyroïdien ou des follicules ovariens. L'inositol, donc qu'est-ce que c'est le myoinositol? En fait, anciennement, c'était appelé la vitamine B7, mais ce n'est pas réellement cela. C'est un sucre-alcool, en fait, qui va optimiser tout le système hormonal et ça rend les récepteurs des cellules plus sensibles à toutes les hormones, que ce soit à l'insuline, donc déjà ça peut agir sur une éventuelle insulinorésistance, c'est pourquoi on peut le conseiller aussi dans le cadre des pertes de poids, mais ça va rendre aussi les cellules beaucoup plus sensibles à la T3 par exemple, ou aux hormones féminines FSH, LH. Donc souvent ça potentialise le système hormonal chez la femme et en plus ça potentialise cette gestion de la glycémie, donc une pierre deux coups je dirais. Et puis après, on a le zinc du fait aussi du système hormonal et la 5-alpha réductase. Donc, on poursuit sur l'hypothyroïdie et son lien avec une aménorrhée. Donc, la thyroïde, petit rappel, bref, c'est une glande située à la base du cou qui va sécréter deux hormones, une forme inactive qu'elle sécrète à 80%, la T4, et une forme inactive, active, la T3 qu'elle sécrète à 20%. Donc là, on a toujours ce même schéma hypothalamo-hypophysien et puis thyroïdien, à savoir la TRH qui vient stimuler l'hypophyse, qui sécrète de la TSH, et cette TSH qui va stimuler la thyroïde à produire la T4 et la T3. Donc, ne pas oublier qu'il y a une enzyme, la thyroxine 5' désiodase, qui transforme la T4 en T3. On en a deux types, sachant que le type majeur, la D1 du coup, est responsable quand même à 80% de cette transformation, et on a le type D2 qui joue aussi un rôle qui est situé au niveau du cerveau. Ensuite, les symptômes d'hypothyroïdie, il y en a pléthore. Je vous en ai mis une liste que j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. Évidemment, la fatigue, la frilosité, les ballonnements, le fait d'avoir un estomac qui ne se vidange pas, puisque l'acide chlorhydrique se produit en présence de T3, les œdèmes, la rétention d'eau, même les états émotionnels qui sont un état psycho-émotionnel vulnérable. Tout ça, ça fait partie de l'hypothyroïdie, la prise de poids, la constipation, etc. Et après, il y en a d'autres peut-être un peu moins connus, mais qui sont quand même probants, enfin, qui sont, en tout cas, certaines personnes les ont relevés en cas d'hypothyroïdie. Je pense par exemple à l'effacement du dernier tiers du sourcil, qui est un signe du docteur Hertog. Donc, la TSH, bref rappel sur le fait qu'on a une différence entre les normes labo qui se situent généralement entre 0,5 milliunités internationales et 4. Et énormément de médecins fonctionnels sont revenus dessus. Là, je vous ai mis plusieurs nombres. Rhoda Byrne, par exemple, Dr Seigny, Pierre Nice, Dr Veroli, Dr Hertog, qui pour eux, un taux optimum se situe davantage entre 0,3 et 1,8. Que au-dessus de 1,8, ils remarquent que chez leurs patients, des symptômes d'hypothyroïdie quand même apparaissent. Évidemment, on peut faire doser également la T4 et la T3, avec une petite différence également en termes de normes labo et normes un petit peu plus santé. Donc, je vous ai écrit pour les deux. La T3, on est autour de 3 à 9 pémol par litre dans les laboratoires et en médecine intégrative, plutôt entre 5 et 7. Pour ce qui est de la T4, on l'a vu idéalement située autour de 15 pémol. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de la clinique de la biologie s'il y a une hypothyroïdie et de l'aménorrhée? Évidemment, ce que je viens d'aborder, T3 ou T4 qui sont basses, une TSH qui va être généralement supérieure à 2, parfois une prolactine élevée, puisque une hypothyroïdie est quand même très reliée à des taux de prolactine également élevés. On va revenir dessus après. Et voilà. Pour ce qui est du protocole, alors évidemment on va optimiser les différents cofacteurs micronutritionnels que j'ai écrit un peu plus bas sur cette slide, que ce soit l'iode alors via l'alimentation par exemple, ou de l'iode liquide, donc les algues, les fruits de mer en contiennent, l'apport de fer évidemment qui va permettre à la thyroïde de produire de la T4, l'apport de zinc par exemple également via des abats, des jaunes d'œufs, du pain au levain, graines de courge, des huîtres, etc. On va éventuellement, si la personne en a vraiment besoin, pouvoir les orienter éventuellement vers des extraits glandulaires de l'organothérapie. Et après, en termes d'hygiène de vie, on a le petit déjeuner protéiné, évidemment, avec cet apport de tyrosine qui va aider, qui va soutenir la thyroïde.
Après, il y a l'apport de sélénium, bien entendu, quand on parlait des cofacteurs, puisque tout comme cette enzyme 5' désiodase a besoin de d'iode pour transformer T433, elle a besoin également de sélénium. Donc encore une fois, léger décalage entre les normes laboratoires et les normes santé. Les normes labo qui se situent autour de 105 à 222 et la norme santé plutôt au-dessus de 120 microgrammes par litre. Donc, quels sont les produits que j'aime bien utiliser en cas d'hypothyroïdie? On a la L-tyrosine, on a l'iode, le sélénium et le zinc. Donc voilà, des cofacteurs finalement qui vont aider à soutenir la thyroïde. Ensuite, on a l'aménorrhée et la prolactine, l'hyperprolactinémie. Donc, la prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse et normalement qui est sécrétée vraiment pendant la grossesse et l'allaitement. Donc, c'est elle qui permet en fait la fabrication du lait maternel. Et en fait, il peut arriver que, en fait, hors ces deux périodes, grossesse et allaitement, elle soit tout de même sécrétée, ce qui va altérer, en fait, freiner, dès lors où elle est produite, la sécrétion de GnRH. Et donc, tout le circuit hormonal qu'on a détaillé en première partie de ce webinaire, GnRH, FSH/LH, estrogène, progestérone, évidemment. Donc, au niveau de la clinique, qu'est-ce qu'on remarque dans ces cas-là? On remarque une prolactine entre 25 et 100 nanogrammes par millilitre, une TSH souvent au-dessus de 2 parce que c'est très relié à l'hypothyroïdie, et parfois un sous-poids. Alors, il faut quand même bien écarter deux choses dans ces cas-là, et là, c'est vraiment le corps médical qui s'en charge, c'est qu'il n'y a pas de tumeur au niveau de l'hypophyse, ça passe par un IRM, et puis que la personne, lorsqu'elle a fait la prise de sang, le dosage de la prolactine n'était pas surstressé ou n'avait pas fait un exercice physique intense juste avant, puisque ça favorise la production de prolactine. Donc, pour ne pas que les résultats soient biaisés, on veille bien à cela. Ensuite, donc en termes de protocole, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai mis des études PubMed, c'est à ça que correspond le PNID, qui explique le lien entre fonction thyroïdienne et prolactine. Donc évidemment, si on a une hypothyroïdie, on travaille sur la fonction thyroïdienne, comme on vient de le voir. On va également optimiser les neurotransmetteurs, notamment parce que la prolactine est régulée par la dopamine. Et donc, évidemment, encore une fois, on va travailler ces précurseurs. Les précurseurs de la dopamine, c'est la tyrosine. Donc, on peut penser soit aux aliments riches en tyrosine au petit déjeuner, soit à un apport, comme je l'expliquais précédemment, de L-tyrosine en complément alimentaire. Faire baisser le stress, parce que le stress est, comme je vous l'expliquais, tout comme les efforts physiques intenses stimulent la prolactine. Donc là, si la personne est stressée, on a énormément d'outils, encore une fois. Là, je vous ai parlé du magnésium bisglycinate, des oméga 3 et de 2 plantes adaptogènes. Pourquoi pas utiliser l'une d'entre elles, rhodiola ou ashwagandha, qui peuvent bien agir sur les niveaux de stress. Donc là, je vous ai remis les produits que j'étais susceptible d'utiliser en cas de prolactine élevée, donc tyrosine, iode, si jamais évidemment il y a une hypothyroïdie, et si les niveaux de stress sont élevés, j'ai opté pour le magnésium et la plante adaptogène, l'ashwagandha. Voilà, on arrive au terme du coup de ce webinaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et écouté. Et du coup, je reste disponible pour vos questions. Merci pour la présentation, Manon. Tout était très clair. Je vois qu'en effet, il y a eu quelques questions. Je te laisse regarder tout ça. Le temps que je présente très brièvement la plateforme. Regarde dans le chat aussi, il y a une ou deux questions qui se sont faufilées dans le chat. D'accord, je fais ça. Même dans les questions. Alors, pour rappel, le webinaire était donc proposé par SimplyCure, plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients, à vos consultants. Alors, je vais vous remettre le lien dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas forcément la plateforme. Et donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'en fait, sur l'outil, vous retrouvez une soixantaine de laboratoires et vous pouvez donc créer une recommandation avec des produits de différents laboratoires à votre patient. Vous envoyez tout par mail et lui n'a plus qu'à passer sa commande. Donc, c'est de simplifier la chose pour vous et bien sûr, in fine, pour le client qui n'a qu'une seule commande à faire. Alors, par contre, je me suis fait déconnecter. Voilà. Du coup, pour créer une recommandation, d'ailleurs aussi, parce que j'ai vu passer des messages concernant les replays, vous avez toujours les replays et les présentations des webinaires qui sont sur votre page d'accueil sur SimplyCure, ici sur la gauche. Donc, vous l'aurez dans l'après-midi. Pour créer une recommandation, vous allez tout simplement cliquer sur « Nouvelle recommandation » et puis vous allez pouvoir sélectionner donc, de produits de différents laboratoires. Si par exemple, on reprend un peu, d'ailleurs, je pense que je vous mettrai dans l'après-midi les protocoles qui ont été proposés
aujourd'hui par Manon en fonction des différents types d'aménorrhées. On pourra vous les enregistrer, vous pourrez les utiliser directement. Mais du coup, si on veut reprendre par exemple l'aménorrhée et la prolactine, donc si je dis pas de bêtises, vous avez de la tyrosine, de l'iode, du magnésium. Donc vous allez sur tyrosine, vous sélectionnez un produit parmi les différents laboratoires qui sont proposés. Donc vous allez pouvoir voir au niveau des dosages quelles sont les différences bien sûr entre les produits. Donc quand vous cliquez sur la fiche, vous avez toujours la description, le dosage, les conseils d'utilisation. Hop, donc vous ajoutez le produit. Si on veut ajouter de l'iode par exemple, vous allez aller en haut et puis vous allez sélectionner iode pour voir pareil quels sont les produits proposés par les différents labos. Hop. Il me semble que tu avais présenté celui de chez Dinveo. Oui, tout à fait. Donc vous ajoutez à la cure. Et puis vous continuez comme ça. Donc vous ajoutez différents produits vraiment en fonction du besoin. Bon, je ne le complète pas en entier, mais je vous le mettrai dans l'après-midi. Vous sélectionnez le client ou le patient à qui vous souhaitez envoyer la recommandation. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer. Bon, vous pouvez avant changer les instructions pour le patient, pour savoir exactement quand prendre le complément, pendant combien de temps, etc. Et dès que vous avez cliqué sur envoyer, en fait, il a reçu un mail avec sa recommandation de produit et il n'a plus qu'à passer commande. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se présente du côté du patient ou du client. Donc, s'il ouvre sa boîte mail et il clique sur le lien, il va arriver donc sur cette page où il va voir la recommandation. Alors, hop, je partage la mauvaise page. Il va voir les produits que vous avez recommandés. Il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement et il reçoit donc tout directement chez lui. Donc, c'est quand même bien plus simple pour vous. En fait, c'est tout au même endroit et pour votre client, bien sûr, aussi. Soixantaine de laboratoires. Au niveau donc des avantages, au-delà d'avoir vraiment cette simplicité d'accès aux différents produits des labos, vous allez pouvoir offrir aussi certains avantages, donc des réductions à vos patients sur leurs commandes, ce qui peut vraiment aussi améliorer le bon suivi, l'observance de vos recommandations. Et c'est une plateforme qui est entièrement gratuite aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne connaissent pas encore, et puis on vous présentera ça un peu plus dans le détail. Et pour ce qui est des prochains événements, donc on a 2 webinaires la semaine prochaine, mardi et jeudi comme d'habitude. Donc mardi, on va vous présenter les intérêts de la bioimpédancemétrie pour notamment le muscle squelettique. Et puis jeudi, on parlera plutôt de la peau, psoriasis et eczéma avec le laboratoire EMIN. Du coup, on va pouvoir regarder un petit peu les questions. Tac, alors je vais fermer mon partage d'écran. Hop là. Alors, je vais regarder un peu s'il y a par exemple des... Alors, je vais tout fermer. S'il y a eu des questions où il y a eu plus de votes que d'autres, pourquoi ça ne me charge pas la page des questions? Je vais fermer peut-être. Je ne sais pas si je l'ai, hein, donc je peux. Mais c'est bizarre. Si jamais tu n'y arrives pas. Ça me met chargement des questions. D'accord. Il y avait accès il y a 30 secondes. Ok. Mais écoute, si tu veux, du coup, je les sélectionne. Ouais, ok, parce que je ne sais pas pourquoi moi j'arrive pas à y avoir accès, donc je te laisse peut-être les lire, pardon. Ok, d'accord. Alors, je vois une question avec laquelle il y a eu pas mal de votes. C'est peut-on rencontrer une aménorrhée avec hyperthyroïdie plutôt qu'une hypothyroïdie? Que faire dans ce cas SVP? Oui, en fait, tout trouble de la thyroïde peut affecter le cycle menstruel. Donc, en effet, une hyperthyroïdie peut également impacter les menstruations. En ce cas, on a quelques outils, mais c'est vrai beaucoup moins que, je dirais, en cas d'hypothyroïdie. On a notamment, en termes de phytothérapie, la COP de Virginie qui aide et qui est peut-être la plus connue pour ralentir un petit peu le fonctionnement thyroïdien. On sait aussi qu'il y a eu des études autour de certains antioxydants, principalement la vitamine C et la vitamine E. Donc on peut éventuellement s'orienter vers cela. Et il y a 3 bourgeons en gémothérapie dont les noms m'échappent là tout de suite, mais qui sont relativement connus pour également l'hyperthyroïdie. Et d'ailleurs, si vous tapez complexe, bourgeon, hyperthyroïdie, souvent ces 3 sont mis ensemble. Donc je pense principalement à cela par rapport à l'hyperthyroïdie. Ensuite, du coup, j'ai une question, c'est que conseillez-vous pour le dosage zinc avec le complément que vous avez mentionné? Alors, généralement, le fait de donner 15 mg par jour suffit. Donc, la plupart des zinc bisglycinate sont formulés ainsi. Donc, une gélule par jour, c'est un bon dosage. Éventuellement, si le taux est vraiment effondré, on peut partir sur du 30, mais la plupart du temps, je conseille 15 mg par jour. Donc c'est le cas du complément que j'ai indiqué au sein du webinaire.
Après, j'essaie de voir selon les votes qu'il y a eu. Bon, après, c'est assez ex aequo. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Sur quel site peut-on retrouver les normes biologiques santé dont vous nous avez parlé? Ah, en fait, ça, je tire ça, alors soit de mes lectures, par exemple du docteur Hertog, ou alors des conférences que j'ai pu faire, ou alors d'une conférence, d'une formation sur la plateforme SIN avec le docteur Olivier Coudron, bilan biologique, voilà, tout simplement, ou de ma formation au CFNA. Donc, c'est plusieurs sources en fait que j'ai regroupées. L'inositol peut-il aider dans le cas d'une aménorrhée hypothalamique? Alors, je n'ai jamais essayé. Comme ça rend plus sensible les récepteurs hormonaux à la FSH et à la LH, je dirais que non, puisque ces derniers ne sont plus sécrétés et que toute communication est coupée. Donc, à mon sens, non, c'est vraiment quelque chose que j'utilise quand il y a un courrier hormonal qui est effectif, en fait, ce qui n'est pas le cas dans l'aménorrhée hypothalamique. Mais je peux me tromper. En tout cas, je n'en ai pas l'expérience. Que pensez-vous de la pompe GnRH? Là aussi, j'avoue ne pas être assez renseignée sur ce point pour pouvoir développer suffisamment. Est-ce que tu as de nouveau accès aux questions, Solène, ou je poursuis? Non, mais j'allais essayer de rafraîchir ma page. Ça ne devrait pas couper le webinaire, mais je vais essayer comme ça. Ok, je t'en prie. Alors, du coup, Solène nous a quitté, j'imagine qu'elle va revenir. J'ai aussi une question, c'est Onagre et bourrage peut jouer sur les taux hormonaux, y a-t-il des précautions à prendre? Donc, généralement, c'est vrai que ce qui est déconseillé principalement, c'est en cas de traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire, vu qu'il y a un côté fluidifiant à l'instar des oméga 3. Après, c'est surtout des plantes qui sont données dans la seconde partie de cycle, donc je dirais peut-être juste de prendre ces précautions-là. Hormis cela, je n'ai pas connaissance d'autres précautions ou contre-indications. Yeah, c'est bon. Super, génial. Je pense que j'arrive plus ou moins au bout, mais si tu veux reprendre la main, je t'en prie. Ah mais non, parce que ça se trouve, tu as répondu à certaines questions lors de ma déconnexion, donc il y a possibilité que je fasse des doublons. Donc si tu penses avoir répondu aux questions, je te fais confiance de toute façon. Ok. En tout cas, je vois que des bons commentaires dans le feed, dans le chat. Donc merci pour cette présentation qui est en effet très très claire, très bien expliquée. On vous partage le support dans l'après-midi si vous voulez revenir sur les informations abordées, bien sûr. Vous aurez le replay aussi. Merci encore 1000 fois, Manon, et puis avec plaisir pour proposer à l'avenir un prochain webinaire éventuellement. Avec grand plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir été présent aussi aujourd'hui. Oui, alors merci Solène pour votre invitation et merci infiniment pour votre participation et pour votre écoute à tous et à toutes. Et très bel après-midi à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine donc pour des nouveaux webinaires. Au revoir. Merci, au revoir.